Bien, alors on m'a posé trois questions et je vais essayer d'y répondre brièvement. La première, c'était comment explique-t-on l'engouement actuel pour la consommation bio et locale? Le deuxième, c'est existe-t-il des initiatives politiques, que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral, pour soutenir le développement du marché bio et local? Puis la troisième, une approche comparative entre le cas genevois et d'autres villes de Suisse, voire d'Europe, dans le secteur bio et local. Là, je n'ai pas été trop loin parce que je pense que ça pourrait prendre beaucoup de temps, mais je vais donner quelques pistes. Alors, beaucoup de choses ont été dites et moi je suis très content qu'on ait commencé par le concret parce que je crois qu'on a tous une image très visuelle de ce qu'on peut trouver à Genève et aussi de cette tendance vers une évolution qui commence à être vraiment visible, hein, qui commence à être tangible. Puis ça me fait très plaisir qu'il y ait autant de personnes que ça intéresse parce que finalement, si un consommateur, en général, il y a un producteur. Par contre, si un producteur, il n'y a pas forcément un consommateur. Vous avez devant vous des gens qui ont pris des risques. Toutes ces personnes qui s'engagent pour le bio local ont pris des risques, ont mis souvent leurs propres moyens en jeu, tirent le diable par la queue pendant des années, et c'est vraiment à vous de jouer, parce que c'est grâce à vous qu'ils pourront exister et que les choses pourront bouger. Alors, première question, cet engouement. Ben, j'en parle justement. Je pense qu'il y a un rejet d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que le mieux c'est que ceux qui sont là le disent, mais j'ai de manière générale l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de se faire avoir par l'industrie agroalimentaire. On ne sait pas ce qu'on mange. On sait qu'on est constitué tous les jours par ce qu'on mange, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors on est un peu pressé, on grignote à gauche et à droite, puis on a un peu une frustration de se dire mais c'est quoi cette histoire? Et c'est vrai, tu parlais de celui qui vend un légume, il ne sait même pas comment on le cuit. Enfin, le consommateur, il a perdu un peu le lien avec le cycle de la production. Et je pense qu'il y a non seulement le fait qu'on sait qu'il y a des produits chimiques, on sait qu'il y a des résidus, on sait qu'il y a des traces, on parle aussi beaucoup de ces produits trafiqués de l'industrie agroalimentaire avec le sucre caché, les graisses saturées cachées, le sel en trop, etc. On a un malaise dans nos assiettes, je crois que c'est une réalité. Puis l'autre aspect, je crois qu'à l'inverse, il y a un intérêt de reprendre un peu de souveraineté alimentaire personnelle, pas seulement collective, mais aussi personnelle. De se dire, j'aimerais avoir autre chose, j'aimerais avoir le choix. Il y a un intérêt pour la santé, il y a un intérêt pour la diversité, il y a un intérêt pour la proximité. On se dit, la Terre existe, pourquoi cette Terre, elle produirait seulement à 1000 km? Et quelque part, aujourd'hui, je pense qu'on a pris conscience que quand on urbanise une terre fertile, il faut vraiment faire attention. On se rappelle du débat sur les Sherpines, on peut avoir des opinions divergentes, mais c'est un cas toujours douloureux. Je pense qu'il y a 20 ans, il n'y avait aucune douleur là-dedans. Les gens, ils voyaient des cartes, on disait, bon, ben ça, zone agricole, c'est la réserve de zone à bâtir. Et aujourd'hui, je pense que cet état d'esprit n'est plus le même. On est conscient que la terre nous nourrit. Je crois qu'il y a un intérêt pour la terre. Il y a une frustration de se dire on ne peut plus toucher cette terre quand on est en ville, et donc quand il y a une ferme urbaine, c'est génial, quand les gamins peuvent venir toucher de la terre, etc. Et il y a ce souci de ne pas être dénaturé quelque part. Donc je pense qu'il y a un véritable engouement. Cet engouement, il existe dans toute l'Europe occidentale. C'est un mouvement qui se manifeste aussi à travers d'autres facettes, par exemple par rapport à la santé. Je pense qu'on voit aussi parmi les jeunes un intérêt pour le végétarisme, et c'est intéressant parce que ça va de pair, c'est un souci pour sa santé, et quand on sait comment se passe l'abattage des animaux, je pense que, et comment se passe aussi la transformation de la viande, quand on a vu des films là-dessus, des reportages là-dessus, on n'a plus la même relation aux choses, et ça c'est nouveau. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on se posait beaucoup moins la question. Un végétarien, c'était un type, une personne un peu particulière. On parlait de mangeurs de graines, enfin, oui, bien quelqu'un qui ne pouvait pas se payer de viande, peut-être pas trop chez nous, mais disons, quelqu'un de bizarre, en tout cas. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est pas de se poser la question de la viande. Je pense que ceux qui ne se posent pas la question, ils deviennent un peu irresponsables, quelque part. On se dit, mais c'est bizarre quand même qu'on ne se pose pas la question de ce qu'on a dans son assiette. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce qui se passe à Genève est tout à fait générale dans l'Europe occidentale, mais je pense qu'il y a une chose dont on doit discuter. On a illustré deux critères. On a vu que ces critères n'étaient pas forcément superposés, ils tendent à l'être bio et local. Mais si on veut vraiment retrouver un équilibre agroalimentaire, pour moi, il y a 5 critères. Et ces 5 critères, il faut vraiment les décliner, pas ensemble, parce qu'on n'arrivera pas toujours
à les marier tous. Et c'est pas le but. Le but, c'est pas d'être parfait, le but, c'est de savoir vers où on va. Pour moi, c'est la santé. On peut manger du lard de proximité tous les jours, ça ne va pas être sain, hein, mais il est de proximité, peut-être pas à Genève parce qu'on n'a pas beaucoup de cochons, mais disons, on peut manger des choses de proximité pas saines. La santé, c'est important. La proximité, on en a parlé, c'est important, c'est une prise de responsabilité, c'est une optimisation aussi énergétique, tous ces circuits qui traversent l'Europe avec des produits agroalimentaires, c'est assez absurde. La diversité, on a parlé de pommes, de poires, etc., de carottes, de fenouil, de tomates. Bah, regardez le vin. Il y a tout un engouement pour... on ne parlera pas de rouge et de blanc, on parlera d'une vingtaine de cépages. Il y a des milliers d'appellations dans le monde. Pourquoi c'est pas comme ça pour les pommes, pour les carottes, pour les pommes de terre, partout, dans toutes les, je dirais, dans toutes les espèces cultivées, chez tous les animaux d'élevage, il y a naturellement une diversité. Enfin, l'histoire de l'agriculture a produit au fil des millénaires une diversité extraordinaire qu'on a complètement nivelée. Et là, l'histoire de la viticulture peut nous montrer qu'on peut retrouver le goût de la diversité. C'est aussi, je dirais, une sécurité génétique très importante. Il y a l'aspect équité. On a parlé du prix équitable. Le commerce équitable a été inventé dans les relations sud-nord, si on veut. Mais il est tout aussi important dans les relations nord-nord, dans le contrat entre la ville et la campagne. S'il n'est pas fondé sur un prix équitable, ça ne va jamais marcher. Donc il y a l'équité, puis il y a les modes de production, on en a déjà parlé. Donc moi je peux répéter ça sous tous les tons, je pense qu'on peut se dire c'est les 5 doigts de la main, vraiment. Santé, proximité, diversité, équité et mode de production. Si vous avez ça en tête, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que sinon, on a vite la critique. Voilà, j'ai parlé de la santé qui n'est pas forcément soluble dans la proximité, mais on nous raconte souvent l'histoire du bio qui vient d'Argentine, etc. Chercher du sarrasin, par exemple. Il y en avait à Genève. Maintenant, je crois qu'il vient de Chine, j'ai entendu dire. Je ne sais pas si c'est le Genevois, mais enfin, il n'y en a plus beaucoup à Genève, quoi. Donc, non, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a besoin de marier ces critères. Alors, donc, on est dans le trend, et heureusement, on a pris le virage peut-être un peu tard, mais je crois que ça commence à arriver. Deuxième point, les initiatives politiques communales, cantonales, fédérales. Là, évidemment, on ne peut pas être exhaustif, mais quelques pistes. Ça a été dit déjà, le label bio a été reconnu légalement en Suisse et dans l'Union européenne à peu près en même temps, au cours des années 90. Mais ça n'a pas été que le label bio. En même temps, on a reconnu le label AOC. L'AOC, ça existe depuis les années 30 pour identifier des modes de production par rapport à des territoires. C'est d'abord une protection du consommateur, mais c'est aussi une protection de savoir-faire. On le connaît pour le vin, on le connaît pour le fromage, on le connaît maintenant pour d'autres choses. Et donc les deux critères qu'on discute ce soir spécialement, donc bio et local, ont été légalisés il y a 20 ans, en gros. Hein. Donc il y a une base légale. Ça, c'est une initiative politique de dire il y a un référentiel qui existe. Alors tu as beaucoup parlé de l'organisation, c'était très parlant, on voit comment ça fonctionne. On n'a pas beaucoup parlé de qu'est-ce que c'est en fait le bio, le cahier de charge, mais bon, vous pouvez le regarder sur Internet. Mais les AOP aussi, il y a des cahiers de charges très importants. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Première chose, une garantie légale, une reconnaissance légale. Deuxième chose, il y a dans le mouvement pour que les collectivités publiques fassent quelque chose, deux types d'initiatives. Des initiatives qui viennent des élus. Alors je salue ici Mme Künstler, qui était conseillère d'État, qui a pris des initiatives justement. Donc il y a des élus qui ont des fonctions, qui peuvent en faire quelque chose ou pas, hein, qui peuvent donner des coups de pouce, prendre des initiatives ou ne pas le faire. Puis ensuite il y a des mouvements de citoyens. Ben voilà, vous en êtes, des gens qui ont envie qu'il se passe quelque chose, qui lancent des initiatives et qui font quelque chose. Alors c'est sous la double pression de ces acteurs, top-down ou bottom-up, comme on dit, qu'il se passe quelque chose. Alors, un exemple de ce qui se passe, voici quelques années, les collectivités publiques à Genève, dans le canton de Vaud, cantons et communes, se sont mis ensemble pour éditer un guide des achats publics responsables. Ce guide a été réédité en 2015. C'est un gros lexique, au fond, pour tous les achats publics. Alors, vous imaginez bien, le canton de Genève, le canton de Vaud, l'association des communes genevoises, ça fait de l'argent sur un marché. Et quand cet argent est orienté vers les critères qu'on est en train de discuter, bah ça fait un sacré effet de levier. Donc ça, c'est un élément concret qui est en train de se passer.
Il y a des débats, alors je vous dis un peu en vrac, parce que je ne suis pas là pour faire un inventaire complet, mais c'est pour donner des pistes. Il y a un débat, par exemple, maintenant sur le bio dans les cantines scolaires. C'est un débat qui est très fort en France, hein, ils sont très avancés, c'est pas forcément gagné, mais ça paraît normal d'offrir du bio dans les cantines scolaires. À Genève, ça commence timidement, ça bouge. Il y a toujours des gens qui disent qu'il n'y a pas assez de producteurs, mais bon, quand il y a un consommateur, en général, il y a un producteur. Il y a le débat sur maintenant le jour sans viande. Moi, je serais plutôt pour le jour avec. Hein. Enfin, le jour sans viande, ça fait des tollés, pas possible, au conseil municipal de la ville, parce que c'est une atteinte à la liberté de choix, etc. Bon, pour avoir les arguments. Mais il y a des gens qui le proposent, donc ça existe. Et à Genève, on a quand même, on est le seul canton de Suisse, et c'est un canton urbain qui a lancé, qui s'est donné une loi sur la promotion de l'agriculture. Il y a un budget relativement important pour promouvoir les produits locaux. Il y a un label qui appartient à l'État qui s'appelle Genève Région Terre Avenir, un label local justement, qui n'est pas un label bio, mais un label local. La moitié des producteurs, voire plus, y ont adhéré. Vous avez une maison du terroir à Lully qui a été bâtie par l'État, qui a été dotée de fonds par l'État. Vous avez du personnel qui fait cela. Il y a un budget de promotion. Il y a depuis une vingtaine d'années une organisation subventionnée par l'État qui s'appelle Fourchette Verte, qui certifie la restauration collective, notamment les cuisines scolaires. Donc il y a toute une génération, et vous en êtes certainement parmi les plus jeunes, qui ont passé par ces filières-là, où l'alimentation est accompagnée d'une explication, où les cantines scolaires ne sont pas simplement, on vous ouvre une boîte de conserve puis vous êtes nourri, mais vraiment un discours sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation. Puis Sacha l'a déjà dit, il y a maintenant 10% des producteurs qui sont bio. On n'est plus dans la marge. Ça commence à devenir une minorité réellement existante. Hein, c'est plus dans un coin. Ça a beaucoup bougé à Genève. C'est énorme. Et j'étais hier invité à l'Assemblée annuelle d'Agri-Genève, donc la Chambre d'agriculture, enfin l'Union professionnelle des paysans. Mais je peux vous dire qu'il y a quelques années, ça les faisait rire. Mais là, ils étaient fiers de dire qu'il y avait la présence du président de l'Union suisse des paysans qui était là. Il y avait le conseil d'État Bartassab. Et ils étaient fiers de dire, oui, ils sont 31, c'est bien, ça commence à bouger. Donc moi, je trouvais ça presque assez émouvant de se dire, ils découvrent qu'on peut évoluer. Et ça, c'était une belle expérience. Donc je pense qu'il se passe effectivement des choses, et ces choses sont tout à fait positives. Et moi, je dirais même qu'à Genève, on pourrait faire une expérience tout à fait intéressante, dans le sens où on a un taux d'auto-approvisionnement. Alors, Michel, tu me corriges, tu connais l'Égypte peut-être mieux que moi, de 20%, je crois, à Genève. Hein. Donc ça veut dire que tout produit confondu, ce qui est évidemment une erreur, mais enfin tout produit confondu, on a de quoi manger une fois sur 5 genevois. Donc si on mange que genevois, on mange un jour sur 5. Vous allez donc me dire que si on n'est pas capable d'offrir aux producteurs genevois un débouché local et exclusivement local, c'est qu'on n'est vraiment pas bon. Parce que quand même, une fois par semaine, on peut manger local. Hein. Donc franchement, s'il y a un marché pareil, sous les pieds des 350 ou 300 producteurs genevois, je ne vois pas pourquoi ils continuent à travailler pour les distributeurs hors de Genève, pourquoi ils se laissent aller à la compétition, à produire toujours plus, pourquoi ils ont besoin de faire du hors-sol. Puis moi, je rêverais d'une fête de la tomate qui soit aussi diversifiée que la fête des vendanges de Russin. C'est-à-dire que vous allez dans chaque stand et vous goûtez une dizaine de cépages à la fête de la tomate, mais il y en a 3, 4, 5... Et surtout, il a lieu quand les tomates alors, ne voilà. sont pas encore mûres. Elle a lieu quand les tomates sont encore vertes, mais vous n'avez pas des tomates vertes. Elles sont toutes rouges. Et après, il y a tous les stands de la Suisse romande pour cacher le manque de produits qu'on a chez nous. Donc, moi, je rêverais d'une fête de la tomate qui soit une fête de la diversité de la tomate. Et je suis sûr qu'on y arrive. Donc, on pourrait faire une expérience tout à fait innovante à Genève en disant Genève est une agriculture contractuelle de proximité collective. C'est une AMAP collective. Hein, l'agriculture de proximité, non pas uniquement les individus qui s'abonnent chez des gens, ce qui est déjà magnifique, mais le canton qui contracte globalement pour sa population avec les producteurs, et donc ils sont libérés de la course au productivisme. Et donc les cahiers de charges bio deviennent des cahiers de charges qui permettent de trouver un rythme de croisière. Parce que le producteur, lui, il plante pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans quand c'est des arbres. Combien de millions
d'arbres de golden on a planté. Ben, maintenant, on les regrette un peu, hein, parce qu'ils sont là, puis les arracher, c'est douloureux. Maintenant, moi j'ai été moi-même pendant 12 ans dans un exécutif d'une ville, la ville d'Aunay. On a fait beaucoup de choses dans le domaine de l'agroalimentaire. Il y a toujours une question qui se pose pour les autorités. C'est quel est l'intérêt, l'utilité publique. Une autorité, elle est toujours questionnée quand elle commence à faire des prescriptions agroalimentaires. Moi, il y a toujours des gens qui me disent, mais de quel droit? En quoi ça vous regarde? Pourquoi vous voulez faire ceci? Pourquoi vous voulez même informer sur ces critères dont je vous parlais? Il faut réfléchir à ça. Puis moi, j'ai toujours répondu, la santé publique, c'est aussi le coût de la santé. Les pesticides, c'est aussi les coûts de l'environnement. Les serres chauffées au pétrole, c'est la dépendance au pétrole et l'émission de CO2, etc. Donc il faut avoir toujours présent à l'esprit qu'une autorité, une commune, une collectivité, un canton, ils doivent toujours avoir une raison d'être qui est dans l'intérêt public. Mais l'intérêt public, il y en a, tout ce qu'on a dit là est dans l'intérêt public. Mais il faut pouvoir le répondre quand on vous dit que c'est une intrusion à la liberté de choix des individus. Puis maintenant, dernier point, alors je vais aller assez rapidement, approche comparative. Donc je ne vais pas pouvoir faire une approche comparative, vous vous rendez bien compte, mais ce qu'on peut dire peut-être sur les 5 critères que j'ai donnés, je vais vous citer quelques acteurs. Santé, je vous ai déjà cité fourchette verte. Mais dans d'autres pays, vous avez des plans, par exemple en France, il y a un plan national santé et mouvement. Donc il y a de plus en plus de démarches de santé communautaire ou de santé préventive ou de promotion de la santé qui insistent sur le fait qu'il y a une problématique de l'obésité déjà chez l'enfance, il y a une action par exemple à l'hôpital cantonal là-dessus, là autour. Ces problèmes-là, vous les trouvez dans beaucoup d'autres pays qui thématisent cela, qui font des actions pour cela. Vous avez peut-être vu dans la presse qu'en Grande-Bretagne, il y a une discussion sur une taxe sur le sucre dans les boissons, etc. Donc ça, le volet santé, il est vraiment porté assez fortement dans le débat public. C'est chaque fois une bagarre, hein, mais il est là. La proximité, donc rappelez-vous bien que s'il y a le label bio, il y a aussi le label AOC, hein, c'est un outil fort. À Genève, on a GRTA, on a quelques AOC, le Cardon, etc. Mais l'AOC, il y en a plein en Europe, il y en a plus de 1000. Et c'est quand même une protection assez importante. Pour la diversité, vous avez une organisation en Suisse comme Prospecie Rara qui se bat pour sauvegarder la diversité génétique. Et là, je pense que la production bio ne pourrait pas vivre sans la diversité génétique. C'est un réservoir génétique, mais c'est aussi une tradition, enfin une richesse culturelle. Vous avez des actions, vous avez peut-être entendu parler de Cocopelli. C'est un groupe qui se bat pour cette diversité génétique, pour le droit à la reproduction libre des semences. En Suisse, on est plus ouvert que ça. En France, c'est assez restrictif. Cocopelli a eu des difficultés juridiques assez importantes. Les solutions ne sont pas encore claires. Les interstices sont fragiles. En principe, beaucoup de choses sont interdites. Et il y a pas un contrôle absolu dans un pays aussi vaste que la France. En Suisse, on est plus ouvert à cela. Équité, je vous ai parlé des commerces équitables, mais vous avez des gens qui se battent pour que les paysans soient reconnus. Par exemple, en Suisse unitaire, en France, vous avez la Confédération paysanne qui sont vraiment assez actifs. Vous avez vu la crise du lait en France, qui est tout à fait la crise de la surproduction. Vous avez vu le marché dans certaines régions de France de l'élevage industriel qui s'effondre. Il y a des gens qui descendent dans la rue en Bretagne parce que la volaille industrielle fait faillite. Mais quand on voit la pollution que ça fait dans les rivières, c'est un scandale, ce genre de choses. Et là, ces personnes qui sont malheureusement au chômage parce qu'ils sont à la rue, parce que heureusement, ça s'est cassé la figure, il faut qu'on puisse les reconvertir vers une production de qualité. Je suis sûr que ça ferait du bien à tout le monde. Bien enfin, le mode de production, on a parlé du bio, mais aussi la biodynamie, la Déméter et tout ça. Donc là aussi, il y a des différenciations. Donc tout cela existe, tout cela bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je conclurai par là. Je pense que ce qui se passe en Suisse, c'est la même chose en gros en Europe. On a toujours l'impression que c'est très différent en Europe, on met la faute sur l'Europe. La bataille pour la révision de la politique agricole communautaire, c'est comme 40% des subsides européens qui vont dans l'agriculture, du budget de l'Union européenne qui va dans l'agriculture. C'est en gros la même chose que chez nous. Il y a des soutiens qui poussent à la quantité,
Il commence à y avoir à la marge des soutiens pour la qualité et pour ceux qu'on a discuté ici. Mais c'est une bagarre. En Suisse, c'est la même chose. On a un peu d'avance parce qu'on a poussé, on a orienté les paiements directs vers le soutien à certaines choses, notamment la biodiversité, qui ne sont pas toujours bien comprises par les producteurs. D'ailleurs, s'ils faisaient du bio, ils n'auraient pas ce dilemme. On a les cadrages de politique agricole qui sont difficiles, mais ça bouge là aussi. Et encore une fois, je pense que la question qui se pose, c'est de savoir comment on fait le lien entre le producteur et le consommateur, comment on définit une charte de la qualité et comment on fait que les débouchés soient assurés. Et je dirais un dernier mot, vous avez le nom certainement d'Olivier de Schutter, vous est connu. Il a arrêté il y a quelques années, je crois en 2014. Il a été pendant 4 ans rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Dans son rapport, il connaît vraiment très très bien les enjeux agroalimentaires mondiaux. Sa conclusion, en compilant avec son équipe tous les rapports internationaux, c'est de dire la seule façon de nourrir l'humanité, c'est l'agroécologie. C'est le respect de la terre et c'est pas l'agrobusiness. Et ça, c'est fondamental que vous sachiez ça parce que c'est l'argument ultime qu'on nous sort. C'est vous êtes bien gentil avec le bio, avec les petites graines, avec le respect pour les oiseaux, avec l'agroforesterie, mais ça c'est pour les bobos, c'est pour les gens qui ont les moyens. D'abord, toi tu as expliqué qu'au niveau prix c'est pas vrai, surtout si on calcule les effets sur la santé de l'environnement et humaine. Mais pour le monde, on est en train de tuer le sol, on est en train de détruire les terres, on est en train d'accaparer les terres dans les continents entiers, on est en train même en Suisse, où on est pour une agriculture familiale, en 30 ans, le nombre d'exploitants était divisé par 2. Donc il y a un agrandissement phénoménal des exploitations, et c'est une fuite en avant vers le productivisme. Les prix chutent, plus on produit, plus les prix chutent. L'histoire du lait en France, etc. Donc, mais c'est important de savoir, parce que ça nous montre que ce qu'on fait, c'est pas que pour nous, mais c'est un modèle universel. La seule façon de nourrir le monde, c'est de respecter le sol, c'est l'agriculture bio et c'est l'agroécologie. Et ça, c'est vraiment une conviction forte et je pense qu'à travers ça, on peut aussi porter nos projets dans un horizon global. En tout cas, du global au local, du local au global. Tous ceux qui sont là autour de la table, vous faites des choses vraiment pionnières, vous payez d'autres personnes, c'est magnifique. Je crois que ça nous montre la voie pour l'avenir. Merci.